C'est parti, on va pouvoir commencer. Merci à tout le monde, j'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas, les personnes qui sont vers le fond, si vous vous sentez à l'aise, de vous rapprocher un petit peu, comme vous le souhaitez. Donc moi je m'appelle Marie, je travaille pour l'association Nouveau Cycle. Et du coup, j'ai le plaisir de reprendre les conférences là, ce début d'après-midi, pour venir parler les règles sont-elles politiques. C'est vrai que dans notre titre, on était parti initialement sur l'idée de la précarité menstruelle, mais en fait, finalement, vous allez voir au fur et à mesure de nos échanges, on va surtout, on va pas parler que de précarité menstruelle, on pourra y revenir. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagné de Vincent et de Gaël. Le SMICVAL n'a pas pu être disponible au final, mais c'est pas grave, à nous trois, je suis sûre que ça va être très chouette, et surtout aussi avec vous. L'idée sur cette table ronde conférence, c'est vraiment que tout le monde puisse participer. Donc, il y aura des moments où peut-être, si jamais il y a des questions, on imaginait ne pas avoir un temps d'abord nous on parle et ensuite il y a un temps de questions, mais vraiment au fur et à mesure, certes on a l'éclairage un petit peu dans les yeux, mais on vous voit quand même. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure à, par exemple, lever la main si vous souhaitez poser une question. S'il y a des choses... Merci beaucoup. Super. S'il y a des choses qui sont pas très claires, par exemple, des besoins de clarification, de répéter, etc., n'hésitez pas à nous interrompre pendant ce temps d'échange. C'est un temps d'échange aussi avec vous. Je vais laisser du coup Vincent et Gaël se présenter et après on pourra doucement commencer. Bonjour, donc je suis Gaëlle Baldassari, la créatrice de Kiffe ton cycle. Je suis aussi autrice des livres Kiffe ton cycle et Kiffe tes règles. Aujourd'hui, j'œuvre pour que l'éducation menstruelle soit généralisée et pour que le bien-être menstruel devienne la norme dans la société. Je crée des événements en ligne, des programmes en ligne et aussi je forme des ambassadrices qui œuvrent un petit peu partout sur le territoire en tant qu'intervenante en éducation menstruelle, que ce soit dans les établissements scolaires, mais aussi auprès des associations, des entreprises et des particuliers. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent. D'abord, je suis vraiment ravi d'être avec vous deux pour ce début d'après-midi. Et je suis président d'un foyer socio-éducatif d'un collège qui est le collège Victor-Louis à Talence. Le foyer socio-éducatif, vous savez, c'est cet espace qui en fait accueille les élèves avec des jeux la plupart du temps, qui leur fait faire quelques sorties le mercredi après-midi. Et accessoirement, je suis professeur d'histoire-géographie là-bas. Et voilà, depuis 2 ans maintenant, je finance surtout en fait, je remplis des dossiers et je finance les actions des élèves élus de cet établissement pour lutter contre la précarité menstruelle, mais au-delà en fait, pour obtenir notamment le label égalité filles-garçons qu'on a obtenu en fin d'année dernière. Et tout simplement pour permettre à tous les élèves de mieux vivre leur scolarité et d'être le plus inclusif possible. Merci. On avait juste une première petite question avant de commencer. Pour vous, il n'y a pas de mauvaise réponse. On va on va solliciter dès le début, mais sinon ça va être que nous qui allons parler. Quels sont les mots qui vous viennent en tête quand vous entendez parler des règles ? Il faut que quelqu'un se lance, c'est comme d'habitude. Dès qu'il y a une personne qui s'est lancée, après c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez parler fort, je suis certaine qu'on s'entendra quand même. Quels sont les mots qui vous viennent quand vous entendez parler des règles ? Protection hygiénique, sang. Aïe, j'ai entendu. Ok. Contrainte. Charge mentale. Ouais, fatigue. Dépense. Cher. SPM. Enfin, syndrome prémenstruel. D'autres choses encore ? C'est pas très positif, hein, on est d'accord hein, là dans l'ensemble. C'est vrai que de manière générale, à chaque fois qu'on fait ce jeu, peu importe l'âge des personnes avec qui on va le faire, souvent, même quasi à 100%, c'est plutôt des mots négatifs qui sortent. Soit le côté aïe, douleur, ça fait mal, c'est chiant, c'est une contrainte. Et après, on a aussi, c'est une charge mentale, les protections périodiques, les infrastructures. Je pense que de toute façon, on va pouvoir y revenir sur la question des infrastructures, des toilettes, etc. Mais c'est vrai que souvent, les règles, on les voit quand même de manière très négative. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est les règles ? Si on prend 2 minutes, c'est avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tout le monde sait ce que sont les règles, ce qui se passe ?
Est-ce qu'on pourrait pas demander peut-être éventuellement à Gaëlle en 2 minutes, juste un petit topo, c'est quoi les règles? En 2 minutes. Allez, 3. Je tente. Alors, qu'est-ce que c'est que les règles? Les règles, en fait, il se passe que dans l'utérus, il va y avoir la paroi de l'utérus qui va s'épaissir, l'endomètre, et tout ça pour pouvoir accueillir potentiellement un embryon. Et les règles, bien, c'est le moment où le corps s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'embryon. Il se dit, bon, je nettoie la paroi interne de l'utérus, j'envoie tout ça à l'extérieur du corps. Ça, c'est les règles. Et puis, ça permet de reconstruire une nouvelle paroi externe pour la fois suivante. Voilà. Wow, même moins de 2 minutes, je pense. Franchement, on voit que c'est son métier quand même. Du coup, bon, on est d'accord qu'on les règles, de toute façon, dans les mots qui sont sortis, on ne s'arrête pas là. On a parlé, vous avez parlé du coût des protections, vous avez parlé de la douleur, vous avez parlé de pas mal de choses. Et c'est vrai que là, on a vu et on entend quand même maintenant, depuis quelques années maintenant, pas mal de débats. J'en ai entendu des choses autour de l'endométriose, on a entendu des choses autour des protections périodiques. Est-ce que Gaëlle, tu voudrais revenir un petit peu où on en est un petit peu au niveau des débats et des politiques publiques aujourd'hui sur les questions des règles? Alors, sur les questions des règles, aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qui est pris en charge. En tout cas, il y a beaucoup d'effets d'annonce sur le sujet. On se rappelle au tout début du premier quinquennat de M. Emmanuel Macron que l'endométriose avait été considérée comme grande cause du quinquennat. Bon, il a renouvelé à son deuxième. Parce que, comme il n'y avait rien eu de fait, quelques mois avant, il s'est dit oups, oups, oups. Et du coup, il a recommencé. Donc, il y a quand même, les politiques commencent à s'y intéresser, commencent à se dire, mince, il y a vraiment des problématiques. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui avance. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a un projet de loi actuellement qui vient d'être présenté par 3 députés sur la proposition d'un arrêt menstruel. Et ce projet de loi, de la bouche même des députés qui le portent, il a à peu près 5% de chances de passer en débat à l'Assemblée nationale. Ces 5% peuvent être rehaussés si, par exemple, les médias commencent à parler du sujet. C'est-à-dire qu'en gros, on est là aujourd'hui, on est dans le fait qu'il y a un agenda politique qui est avant tout dicté par un agenda médiatique et une pression de la population. Et sur ces sujets-là, même s'il y a des vrais problèmes, il y a très peu de pression de la population et très peu de pression médiatique. Donc c'est aussi pour ça qu'un festival comme celui-ci est assez génial, parce qu'il permet de faire parler, il y a des médias qui s'emparent du sujet. Mais j'ai envie de vous dire, on a vraiment aujourd'hui un rôle très important pour que ces messages arrivent à passer le stade des annonces, qui est le rôle de créer une forme de tension avec nos politiques et de leur dire il faut vraiment y aller. Si on revient un petit peu à l'étymologie des mots qu'on a choisis aujourd'hui pour cette discussion qu'on a avec vous, c'est politique, c'est polis, la cité en grec, et les règles sont-elles du coup une affaire de la cité? La réponse semble être malheureusement non, parce que la cité au sens espace public, et les règles par définition sont souvent renvoyées, notamment par les élus, etc., à l'espace privé, et pas n'importe quel espace privé, l'espace privé des femmes, donc extrêmement genré. Et on voit bien que bon, c'est pas visiblement le cœur de cible marketing de nos mandatures actuelles, en tout cas sur ces 7 dernières années. Moi, j'aime beaucoup rappeler quand je pose le débat, parce qu'on me dit souvent, les règles, ça concerne à peu près 50-51% de la population en fonction des chiffres qu'on a. Voilà. Et j'aime bien rappeler que 100% de la population est née de ce phénomène. Donc si on considère que ça ne concerne que 50% de la population, on oublie que pas un seul être humain sur cette terre ne serait présent si ce phénomène n'existait pas. Donc renvoyer ça à l'intime, à l'individu et lui dire débrouillez-vous avec, alors que c'est ce qui préside à 100% de la population de notre espèce, moi ça me pose vraiment question sur la notion de politique ou de pas politique. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a un coût réel, un coût financier déjà. Alors, je vais vous donner ce qui s'est passé, moi, dans une des dernières interventions en collège, où on a calculé ensemble combien ça coûtait aux personnes menstruées sur toute une vie. On a fait un calcul ultra simple.
on est parti de à peu près 10 € par cycle de protection périodique. Aujourd'hui, on sait que ça peut être beaucoup plus en fonction des différents besoins, et notamment quand on doit rajouter des médicaments ou d'autres. Mais on est parti de ça, et on est parti de 500 cycles. Donc, vous faites le calcul rapidement, on arrive à 5 000 € à peu près. Et là, il y a un des garçons qui m'a regardé, qui me dit « Mais madame, c'est un scooter !» Vous voyez, rien que ça. On part d'une perte de chance de l'équivalent d'une petite voiture ou d'un scooter qui va reposer uniquement sur les personnes menstruées. C'est totalement injuste. Si on part déjà de cette base-là. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça hyper important d'aller adresser la précarité menstruelle, mais que je t'ai tout de suite dit, moi, je veux qu'on passe au-delà de ça. Parce que la question, c'est pas est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer ce scooter, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas mutualisé et que c'est pas la société qui fait en sorte qu'il n'y ait pas comme ça des personnes qui, dès la naissance, on sait qu'elles vont devoir payer plus que les autres. Et surtout, à partir du moment où tu décides que la société dans laquelle tu évolues, par définition, a des services publics, notamment un service public de santé, un service public dédié au social, et que, par définition, un truc qui touche directement plus de la moitié de l'humanité et indirectement la totalité de l'humanité devrait être une priorité politique. Et tu te dis très justement, c'est économique, c'est aussi une précarité économique, et la politique, c'est aussi où est-ce qu'on met l'argent. D'ailleurs, la grande facette de la politique, c'est on a un pot commun dans lequel on a réuni de l'argent, et on peut discuter, débattre de la manière dont comment on réunit de l'argent, mais surtout, où est-ce qu'on le dépense et comment on le dépense. Et malheureusement, si on fait un constat aujourd'hui sur la précarité menstruelle, mais même sur un débat plus vaste qui touche, et je pense qu'on en rediscutera un petit peu plus loin dans la discussion, puisque on discutait un petit peu avant du cloisonnement qu'on met ou pas entre différents sujets. Mais je tease pas plus, on va y revenir. Et là, on voit que clairement, le politique, il arrose de temps en temps pour un affichage, etc. Mais qu'en fait, il sait même pas ce qu'il arrose, et que c'est même pas coordonné ni concerté, et surtout que c'est inefficace. C'est vrai qu'on parle de précarité menstruelle que généralement on voit au singulier. Et on aime bien, finalement, quand on va rechercher un petit peu à la base, qu'est-ce qu'on entend dans précarité menstruelle, finalement, on pourrait parler de forme de précarité menstruelle et y mettre un petit peu de pluriel dedans. Parce que on s'arrête très souvent à une simple entre grands guillemets, vision d'une précarité qui serait économique, sous-entendu la précarité menstruelle et le fait de ne pas pouvoir avoir accès, de ne pas pouvoir s'acheter des protections périodiques, là où en fait c'est beaucoup plus pluriel que ça. La précarité menstruelle, c'est l'ensemble des facteurs faisant qu'une personne menstruée ne pourra pas vivre correctement ses règles. Donc il y a certes évidemment un facteur économique, le fait de ne pas pouvoir s'acheter de protections périodiques du tout, mais il y a aussi le facteur de ne pas pouvoir s'en acheter en quantité suffisante, qui fait que, par exemple, j'aurais besoin de 2 paquets de tampons par cycle, je ne peux en acheter qu'un. Du coup, au lieu de garder mon tampon 5 heures, je vais devoir le garder 10 heures. Et du coup, je mets potentiellement ma santé en danger, mais tout simplement parce que je ne peux pas m'en acheter plus. Mais il y a aussi un facteur qui sont un peu les grands oubliés, et pourtant on y reviendra après. Je pense que Vincent pourra rebondir sur... Gaël aussi, c'est une évidence. Tout ce qui va être de l'ordre de l'infrastructure, le fait de ne pas pouvoir avoir accès à des dispositifs de soins et d'hygiène permettant, par exemple, de changer sa protection périodique, le fait de ne pas pouvoir se laver les mains avec du savon. Et là, je pense, j'ai passé l'été sur des festivals. Combien il y a de festivals où on ne peut pas se laver les mains sur place parce qu'il y a juste un petit robinet d'eau quelque part, histoire d'eux, mais il n'y a pas de savon. Après, on reviendra, je pense Vincent pourra un petit peu parler par rapport aux établissements scolaires, parce que c'est vrai que c'est assez catastrophique et on intervient dans énormément d'établissements scolaires avec l'association, et c'est une réalité entre les portes qui ferment pas à clé, entre le sentiment d'insécurité, les poubelles qui ferment pas. Donc des poubelles ouvertes où des élèves nous disent oui, moi j'ai bien compris que les règles c'était pas sale, néanmoins j'ai pas nécessairement envie d'aller dans les toilettes et de voir la protection d'une personne qui est passée avant moi complètement ouverte dans la poubelle. Je me sentirais plus à l'aise tout simplement si c'était fermé. Le fait de ne pas avoir accès à du papier toilette, et c'est vrai que l'accès au papier toilette est une vraie question. Nous on a été dans un établissement où c'était le fait d'interdire de mettre
vu qu'il y avait de temps en temps des jeux avec le papier toilette, l'établissement avait décidé d'en faire une punition. Oui, 8 mois. 8 mois sans papier toilette Voilà. dans les toilettes. Il fallait aller les demander au secrétariat de direction. Donc extrêmement dur. Souvent, quand on va au secrétariat de direction, c'est que vraiment, on a fait une bêtise. Mais là, il fallait aller là-bas pour demander du papier toilette pour en avoir, tout simplement. Et là, c'était peu importe le genre des personnes, c'était dans tous les toilettes. Il n'y en avait plus en libre accès. Et donc tout ça, ça fait aussi partie des formes de précarité menstruelle. Et enfin, un dernier, c'est tout ce qui va être le fait de ne pas avoir accès à de l'information. Le fait qui met souvent la question de la santé menstruelle ou des règles dans la case du tabou. Donc tout ce qui va, si je pense en termes de conséquences dans les établissements, faire que par exemple, si une personne, il y a une peur bleue de certaines personnes à avoir une tache sur le pantalon, la peur, c'est pas d'avoir une tache et d'être potentiellement inconfortable, c'est la peur que l'ensemble des autres personnes se moquent. Donc, alors que, bon, on va en revenir après, je ne vais pas trop spoiler, mais par rapport justement à cette idée de pouvoir aller directement former, rencontrer, sensibiliser finalement l'ensemble des personnes pour revenir reposer sur ce qu'on entend par règle et ce que ça veut dire. Est-ce que Vincent, peut-être tu veux réagir justement sur ce qui s'est passé au collège Comment ça se fait qu'il y ait un homme sur ce canapé? C'était pas ma question. Non, mais c'est moi qui la pose du coup, parce que c'est une question qui revient assez régulièrement. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un peu le syndrome de l'homme qui rentre dans un magasin de sous-vêtements. Il n'existe pas de magasin de sous-vêtements pour hommes. Donc pour moi, du coup, c'était un peu bizarre au début. Mais en vrai, je pense que c'est même plus une question. Et pour rebondir, en fait, je vais donner un cas concret. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Tout simplement parce que il y a eu 3 rencontres dans mon univers professionnel, c'est-à-dire en tant qu'enseignant auprès de collégiens. 3 rencontres, 2 dont pour l'instant qui ne sont pas un intérêt, mais la troisième, il se trouve que on a des élèves internes dès la 4e chez nous. Ce qui fait que c'est assez tôt, hein, c'est à 12 ans et demi, 13, 14 pour ceux qui arrivent le plus tard. Dès la 4e, ils arrivent chez nous en internat. Et on les a quasiment toute la semaine, sauf qu'ils sont mineurs. Ils ne peuvent pas sortir de l'établissement. Et ils ont l'internat parce qu'en fait, ce sont des sportifs de haut niveau. Donc, ils ont des journées extrêmement chargées, avec un rythme qui est vraiment très, très élevé. Et là-dessus, en fait, tout simplement, on a des enfants menstrués qui n'ont pas encore leur cycle totalement fixé, qui peuvent avoir vraiment des cycles erratiques. Et en plus, avec le côté pratique du sport, donc ça rajoute, on pourra développer à un autre moment. Et j'ai une élève qui me raconte ce qui lui est arrivé la semaine précédente, où elle explique qu'elle ne pouvait pas aller acheter tout simplement des protections parce qu'elle avait mal calibré ce qu'elle avait emporté dans sa valise pour l'internat. Elle savait que c'était le moment de son cycle, elle savait à peu près à quoi s'attendre, et manque de bol, ça ne s'est pas passé comme elle pensait, et elle demande tout simplement l'autorisation de sortir pour aller s'acheter des protections à côté. Impossible. Interdiction, elle n'a pas le droit. Elle est mineure, elle est sous notre responsabilité, elle ne peut pas sortir de l'établissement. Et donc, il faut qu'elle fasse la démarche. Et là, une fois de plus, remettez-vous à 12 ans et demi, 13 ans à la place, allez voir un adulte de l'établissement scolaire dans lequel vous êtes, quelqu'un vers qui vous avez confiance. Enfin, la confiance que vous avez pu avoir envers les adultes des établissements scolaires, elle est escalée. Et allez lui demander, excuse-moi, je te donne 10 €, est-ce que tu veux bien aller m'acheter un paquet de protection hygiénique? Et là, vous vous dites, c'est juste pas possible en fait. Comment on était en 2021? Oui, voilà, on était en 2021. On était en 2021. Comment est-ce que ça, c'est encore possible en 2021? Et il a fallu trouver des réponses. Et les réponses, elles peuvent pas être juste. Et ça, c'est Marie et moi, on a beaucoup échangé là-dessus, mais je pense que Gaël sera d'accord. Ça peut pas juste être des réponses de rustine, c'est-à-dire de dépannage. C'est carrément une révolution copernicienne qu'il faut faire sur les mentalités. Et là-dessus, le chemin, il est encore long. Donc, en termes de politique, à nouveau, puisque là, on parle d'un établissement public, mais même dans les établissements privés, ce serait la même chose. On est vraiment sur une formation, mais aux adultes, une formation plus générale à la population, en fait une éducation globale, sociétale, à cette question-là, et empêcher une enfant
d'accéder à ces protections pour des raisons évidentes de sécurité, mais donc du coup ça pose la question de qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que cette situation ne se réalise pas. C'est compliqué, oui. C'est souvent la réponse qu'on nous fait, mais que fait l'infirmière scolaire? Alors déjà, c'est la infirmière scolaire, ce qui pose déjà une question, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et faut-il encore qu'il y en ait une, qu'elle soit là tout le temps? Pour donner une idée, notre infirmière, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, elle est la remplaçante de la remplaçante. Elle passe, je vous ai vu, elle passe des périodes de 3 mois, contrat renouvelé ou pas, et puis il y a des moments, le contrat, il va mettre 2 semaines, 3 semaines à être fait. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas. C'est tout simplement que c'était un mercredi après-midi. Elle est sportive de haut niveau, elle est là tout le temps, et mercredi après-midi, il n'y a pas d'infirmière. Prendre la question peut-être. C'est ce sur quoi j'allais rebondir. En fait, le problème de l'infirmière scolaire, comme de tous les autres adultes, c'est qu'on est obligé d'aller demander par le truchement d'un adulte à qui on va devoir exposer son statut menstruel. Déjà, en tant qu'adulte, on n'a pas nécessairement envie de le faire auprès d'autres adultes, même en qui on a confiance, parce que ça reste de l'intime. Et effectivement, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a instauré... Alors, moi, quand j'entends qu'il y a des endroits où ils ont fait ça pour le papier toilette, c'est terrifiant pour moi, parce que je me dis, finalement, il y a tout qui s'écroule, parce que dans ma façon de voir les choses, je disais, puisqu'on met le papier toilette à disposition, pourquoi on ne mettrait pas les protections périodiques de la même façon, en totale disposition? Voilà, quand on en est dans des établissements où on a enlevé le papier toilette, là, moi, je capitule, quoi. Je comprends. Ça a été, on a évidemment essayé de faire changer les choses et de comprendre en fait. Et il y avait aussi un côté très, pour recontextualiser aussi, c'est un établissement avec beaucoup d'élèves et finalement pas assez de personnel, notamment des personnes et des agents d'entretien. Et il y a une fatigue, une vraie fatigue quand des agents d'entretien. Et en tout cas, c'est l'argument qui nous a été avancé de dire mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé finalement pour réduire. Et là, je rebondis un petit peu parce que c'est un établissement avec lequel on travaille depuis maintenant 3 années scolaires et avec lequel nous menons justement des actions de sensibilisation. Et ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il n'y a eu aucune dégradation alors que le papier toilette est revenu. Donc peut-être justement qu'on peut un petit peu rebondir sur ces actions de sensibilisation. Je sais que Gaëlle, du coup, comme tu expliquais, tu en fais aussi. Tu formes des personnes sur l'ensemble et du coup du territoire qui peuvent aussi après derrière intervenir et aller rencontrer des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, une éducation menstruelle de qualité? Ça commence réellement par l'information. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a très très peur d'avoir une tache sur notre pantalon et que les gens se moquent? C'est le manque d'information. Parce que nous, on se rend compte que dans les classes dans lesquelles on est passé, dans lesquelles une ambassadrice Kiffe ton cycle est venue faire une intervention, eh bien, les personnes concernés par la menstruation comme les autres se retrouvent finalement à se dire mais il n'y a pas de honte. Moi je trouve qu'on a tout gagné quand un garçon cisgenre nous dit ah mais du coup moi je vais prendre des protections périodiques, je vais demander à ma maman ou à mon papa s'ils peuvent m'en acheter pour que je puisse en avoir pour quand les copines auront leurs règles, que je puisse aussi en avoir. Vous voyez, on arrive sur ces niveaux-là de dialogue où finalement tout le monde devient des alliés. Et alors, si quelqu'un a une tâche, on va la voir naturellement et assez discrètement en lui disant voilà, tu as une tâche, tiens, j'ai un pull si tu veux, est-ce que tu veux que je te le prête pour protéger, ne serait-ce que juste pour que les choses se passent bien, mais sans que on se moque. Et ça, on voit le changement juste après une séance de quelques heures d'interaction. Parce qu'on a compris ce que c'est, qu'on a compris que c'était pas une honte, qu'on a posé les mots, qu'on en a parlé. Et réellement, ça fait tomber la notion de on va se moquer. Et finalement, nous, c'est un peu l'objectif, c'est que ça devienne has-been de se moquer d'une personne qui aurait une tache sur sa... Vous voyez, ça sera un peu la personne qui se moque en disant ha ha ha, et puis tous les autres, mais pourquoi tu te moques de ça? Vous voyez, et c'est ce à quoi on peut arriver par l'éducation. Et parce qu'on pose les mots,
parce qu'on dit les choses, parce qu'on en débat ensemble, garçons et filles, dans le même espace, de façon à ce qu'à un moment, il y ait un vécu partagé autour du cycle menstruel. Et ça passe par la nécessité d'avoir des personnes qui sont formées, qui vont dans les établissements. Nous, les ambassadrices, aujourd'hui, elles passent par une académie Kiffe ton cycle, où elles se forment pendant 6 mois avec nous, pour pouvoir avoir les mots, pour pouvoir dire les mots justes. Parce qu'en fait, on dit souvent, oui, mais les adultes ou en cours, c'est dit. Mais vous savez, quand vous avez une adulte ou un adulte qui est en train de vous parler cycle menstruel avec du liquide bleu dans un tube à essai, qui n'est pas hyper à l'aise en train de vous le dire, qui dit le mot vulve, mais ça sort comme ça, là, très très vite de la bouche parce qu'on ne sait pas comment le dire, eh bien forcément, les jeunes en face, ils reçoivent de la gêne. Et donc, le tabou perdure là-dedans. Alors que quand vous avez en face de vous un adulte qui dit le mot vulve, le mot pénis, le mot règle, tous les mots qui peuvent entourer, le mot clitoris, qui peuvent entourer la sphère intime, de façon très facile, sans sourciller et sans s'inquiéter de l'avoir dit, eh bien les jeunes en face reçoivent de la sécurité. Et du fait que c'est normal de pouvoir poser ces mots-là dans un espace public, quand bien même on est en train de parler d'intimité, on peut déposer ces mots-là dans l'espace public sans être en train de se moquer, sans rougir, sans frémir. Et pour ça, il faut qu'il y ait des personnes formées qui soient en face des élèves, des jeunes, mais aussi des adultes, parce qu'on retrouve les mêmes problématiques dans les entreprises, qu'on soit bien clair. Et nous, quand on intervient dans des collèges et les lycées, on propose aussi une intervention auprès du corps enseignant, de façon à ce qu'il puisse y avoir aussi une information des adultes sur le sujet. Et donc, nous, juste ce qui est important pour nous, et c'est là où c'est vraiment politique, c'est que ce soit des personnes formées qui le fassent. Formées par qui, du coup? Ça peut être par nous, Kiffe ton cycle, mais on n'est pas les seuls. Enfin, voilà. Alors, je vais rebondir. Alors, d'abord, je voudrais juste répondre tout à l'heure à la question que j'ai pas oubliée, et je réponds aussi à toi derrière, parce que en fait, ça soulève plein de choses. Donc, pour finir l'histoire, suite à ça et suite à ce témoignage, en fait, c'était un témoignage. Il se trouve que je suis arrivé à la tête du FSE de mon établissement un petit peu par hasard. Ma collègue qui partait à la retraite m'a dit écoute, plus personne veut y aller, est-ce que tu veux bien faire ça? Tu nous dépanneras toutes. Ouais, parce que vous comprenez, gérer les chèques et l'argent pour acheter les cahiers d'exercice d'anglais, elle le faisait parce qu'elle était prof d'anglais, mais voilà. Et donc, je me retrouve avec une trésorerie de 15 000 € parce qu'il y a eu le Covid, parce que c'était un établissement qui ne faisait plus grand-chose et que, par conséquent, on était toujours obligé de venir en appui, mais 15 000 € de thésaurisation, donc elle m'a dit dépense-les. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai un premier sujet qui me tombe sous le coin du nez. Comment faire pour éviter de se retrouver à nouveau dans cette situation-là? Et je me suis tourné vers les élèves élus. Donc, au sein de l'éducation nationale, en tout cas dans les collèges, il existe 2 instances d'élèves élus qui leur est spécifiquement dédiées, les éco-délégués et les conseillers de la vie collégienne. Et je leur ai dit, voilà, il y a ce sujet-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là-dessus, ils ont rencontré Marie, ils ont rencontré d'autres personnes, et ils se sont dit, en fait, on va mettre des distributeurs de protection hygiénique en place. Et donc moi, je me suis chargé d'être le gentil organisateur, d'aller chercher l'argent, de faire rencontrer. La formation est hyper importante là-dessus, parce qu'on a commencé par former les élèves, 3 fois 2 heures en demi-groupe, sur tout le niveau 4e, 8 4e, 27 élèves. Vous touchez entre 200 et 240 jeunes. Je ne connais pas beaucoup de moyens de toucher autrement autant de jeunes en même temps. Et pour décentrer un petit peu le débat et sortir un petit peu des jeunes et des adultes, on est ensuite allé voir les adultes, et notamment les agents du département. Et ça a été inattendu de voir à quel point ils étaient preneurs de formation, parce qu'ils n'en avaient pas, tout simplement. Ils travaillent au contact des élèves, et c'était des choses qui leur passaient complètement au-dessus. Et j'ai envie de dire, les collègues enseignants aussi. Et pour vous donner une idée, dans la formation initiale des enseignants, il n'y a rien sur la pédopsychologie. Donc apprendre à parler à un enfant, savoir un petit peu comment fonctionne son cerveau, les neurosciences, quoi, enfin, ce genre de trucs. Si vous n'allez pas les chercher, vous n'en aurez pas. Donc vous pouvez continuer à faire les cours à la papa avec la baguette et leur montrer l'histoire de France, mais ça ne vous fera pas avancer pour autant, parce que si en face la personne a ses règles et que clairement ça ne se passe pas bien, vous pouvez annoncer tout ce que vous voulez, elle ne suivra pas.
Donc ça, la partie formation, c'est évident. Et je rebondis sur l'histoire précédente. Une fois que ça a été acté, qu'on allait déployer des distributeurs de protection hygiénique, il s'est avéré que on avait la question de où est-ce qu'on les met. Et on en revient là à l'équipement, aux dépenses d'équipement, donc de la dépense publique. Et les élèves ont dit, bon, bah, les toilettes des filles, mais on avait notre premier cas d'élève qui annonçait sa transition. Exactement. Transition de genre. Transition de genre, pardon. Et oui, parce que si à un moment donné je me mets à jargonner l'éducation nationale, n'hésitez pas à lever la main et à me dire, écoutez, on ne comprend plus, parce qu'on est quand même très très fort pour jargonner entre nous. Et là, les élèves élus ont dit, mais en fait, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y avait eu la petite question qui tue. Est-ce que ce ne sont que les femmes qui ont leurs règles? La réponse a été mieux que ça. On en a installé 2. Un au CDI, qui a été jugé par les élèves le plus safe, parce que la personne qui s'occupe du CDI est quelqu'un de formidable. Clarisse, si tu m'entends, t'es vraiment quelqu'un de bien. C'était un endroit feutré, donc il y a du mouvement, mais pas trop, ça reste comme une bibliothèque. Il y a une petite alcôve, donc en fait on peut avoir un minimum de discrétion là-dessus. Et les élèves ont de suite pointé que ça ne pourrait pas durer très longtemps comme ça. Et donc le chef d'établissement qui se trouvait pour une fois assister à cette réunion a dit « Oh, bah, ce serait bien d'avoir des toilettes non genrées ». Bon, manque de bol, il a prononcé les mots et maintenant il se retrouve un petit peu coincé parce qu'ils ont mis le pied dans la porte et ils essayent de pousser ces élèves. Et on espère pouvoir résoudre la chose en disant en fait, il y a 2 distributeurs dans des espaces safe avec de quoi se laver les mains, de quoi mettre les protections usagées à la poubelle, bref, et de manière beaucoup plus efficace avec des toilettes non genrées. Bon, on n'y est pas encore, ça travaille, mais on n'y est pas encore. Et à l'arrivée, on a ces élèves qui ont été contactés par le département de la Gironde, qui leur a dit bon, nous, le département de la Gironde, il réfléchissait déjà un petit peu, mais il ne savait pas trop comment faire. Donc là, on est vraiment au cœur de la politique. Donc on a les élus du département, puisque les collèges dépendent des départements pour tout ce qui est infrastructure, et ils nous ont demandé comment vous avez fait. Et on leur a dit, on a pris chez un tel, on les a installés comme ça, etc. Le département a trouvé ça très très bien, et je dois mettre à leur crédit qu'ils ont eu une réactivité que je n'ai jamais vue en politique publique depuis des années. C'est-à-dire qu'en 6 mois, c'était plié tous les 130, je crois, 140. Alors c'est des échanges qui dataient depuis bien avant ça. Oui. C'est des échanges qui dataient avec le département depuis un petit moment, mais effectivement, le fait d'avoir des établissements pionniers dans la mise en place des distributeurs et du coup de pouvoir avoir des retours d'expérience et de terrain avant le déploiement sur l'ensemble du territoire de la Gironde a effectivement permis d'accélérer la chose, si bien que même après des mois de réflexion, d'un coup, la décision est arrivée de manière quasi peut-être trop rapide, où de plus ou moins d'une semaine à l'autre, l'ensemble des établissements de la Gironde, ça représente 113 établissements publics, collèges, se sont retrouvés dotés d'un distributeur sans nécessairement avoir eu en amont, comme on vient de dire, un accompagnement, une formation, parce que comme disait Vincent, en amont de la mise en place des distributeurs, etc., il y a eu vraiment la formation de l'ensemble des personnels de l'établissement. C'était certes les professeurs qui le souhaitaient, mais on avait aussi la vie scolaire, on avait aussi les agents d'entretien qui, comme tu le disais tout à l'heure, sont des personnes qui sont au cœur de la vie de l'établissement. Finalement, c'est des personnes que les élèves croisent régulièrement. Et nous, on a souvent des élèves qui nous disent « Moi, je me sens à l'aise avec les agents d'entretien parce que ce n'est pas nos profs. » Il n'y a pas un rapport finalement de notes, d'autorité avec ces personnes-là, si ce n'est que ce sont des personnes adultes. Ce sont des personnes adultes, donc il y a toujours ce rapport d'autorité. Néanmoins, il est extrêmement différent que celui qu'ils et elles peuvent avoir avec des profs. Donc c'était ça aussi. Donc il y a eu certes ce déploiement sur le territoire de la Gironde, c'est pas national, de la mise en place de distributeurs dans les collèges. Là où ça a été national, ça a été sur les universités. Oui. Là, il fallait hurler. Parce que quand on annonce qu'on fait ça en université, quand on connaît la date de début des premières règles, qui peut être parfois à 8 ans, vous dites oui, en fait, il faut juste que j'atteigne mon bac pour qu'on me prenne en compte.
Enfin, c'est Parcoursup en encore plus dur, quoi. C'est vraiment terrible. Et je reviens sur les adultes. Au sein des formations des personnels, eh bien, on a des adultes qui ont libéré leur parole, qui ont dit, voilà, je suis en précarité menstruelle, je pense que je peux me déclarer. Et c'était des choses peut-être qu'elles n'avaient jamais verbalisées jusqu'à présent. Et ça a été des moments... vous y attendez pas, vous êtes collègue avec des gens depuis des années, et puis d'un coup, la parole se libère, et vous dites, ah ouais, et vous vous rendez compte que l'action menée par les élèves, en fait, bénéficie aussi à des adultes de l'établissement. Mais c'est ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions dans les établissements scolaires et génial, les universités, génial, mais en fait, la question, c'est pourquoi ça se généralise pas globalement. Moi, quand je suis allée à l'Assemblée nationale pour participer à une consultation auprès de députés, je suis allée aux toilettes et j'ai vu un petit meuble sous l'évier, donc je me suis dit, génial. Puis en fait, il s'ouvrait pas le meuble. Et j'ai pris la parole à l'Assemblée nationale en leur disant, mais qu'est-ce qui fait que dans un établissement comme celui-ci, vous n'ayez pas, à chaque fois qu'on ouvre un tiroir dans des toilettes, la possibilité d'avoir des protections périodiques. Parce que moi, il y a 20 ans de ça, je suis allée chez Facebook France à Paris, il y a 20 ans. Et dans les toilettes, chez Facebook France à Paris, il y a 20 ans, il y avait déjà un petit tiroir avec tout ce qu'il fallait, complètement à disposition, de façon très naturelle. Et en fait, moi, ce que j'ai pas compris, c'est comment ça se fait qu'en tant d'années, on n'ait pas généralisé ça, qu'on n'ait pas trouvé ça dans toutes les entreprises, tous les établissements publics, partout, et que finalement, de façon très naturelle, ça se fasse aussi dans les établissements scolaires. C'est ça la question qu'aujourd'hui je pose, c'est qu'est-ce qui fait que dans toutes les strates de la société, ce soit pas normal que dans des toilettes, on ait le petit tiroir qui va bien, dans lequel on puisse se servir et dans lequel on trouve des protections périodiques. Qu'on n'ait pas la petite poubelle qui va bien, qui permet de jeter sa protection sans avoir besoin de se balader dehors. Je dis ça, mais c'est le cas ici aussi. Hein. Ici, hier, moi j'ai mes règles là, et hier je suis sortie avec ma serviette dans les mains parce qu'il n'y avait pas de poubelle. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, j'ai pas de problème à sortir avec ma serviette dans les mains, mais je trouve ça dommage de vivre ça encore aujourd'hui. Et encore une fois, je parlais tout à l'heure d'être has-been, de se moquer de quelqu'un qui a une tâche. Comme moi, j'aime beaucoup cette façon de faire le militantisme. C'est-à-dire que plutôt que de se battre contre, c'est rendre has-been un truc. Moi, j'ai dit pareil pour les équipementiers, vous savez, les équipementiers des sportifs de haut niveau qui continuent de leur faire des shorts blancs. Il y a un moment, ça va devenir complètement has-been d'être équipementier, de proposer des shorts blancs pour des équipes féminines. Et c'est en train de le devenir. Et je vous assure que dans quelques années, on va dire mais c'est n'importe quoi qu'on ait fait ça avant. Et là, c'est un peu la même idée en fait. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on ne dit pas de ces endroits où rien n'est à notre disposition. Non mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? Vous voyez, mais faisons-le de façon générale. C'est là où je reviens à la définition de politique qui a été donnée tout à l'heure par Vincent. C'est faisons-le de façon générale. À chaque fois qu'on va quelque part, interpellons les endroits. À l'Assemblée nationale, ils sont tous regardés comme de ronds de flanc parce qu'ils l'avaient pas vu venir. Hein. Parce que là, ils ont pas peur qu'il y ait des gens qui piquent, on est d'accord. Ils ont pas peur que leur stock soit dévalisé, on est d'accord. Non, c'est juste qu'ils y ont pas pensé. Et donc la question est, quand on vient ici parler de précarité menstruelle et se demander si c'est politique, la question c'est comment ça se fait qu'on n'y pense pas ? On n'y pense pas parce qu'on n'en parle pas. Et donc moi, ce que j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à faire, c'est dans tous les endroits où vous avez la possibilité de prendre cette parole-là, d'en parler. Dans des établissements qui accueillent du public, dans les entreprises, dans le privé, dans le public, vous voyez, dans tous les endroits, de commencer à en parler pour que ce débat petit à petit, quelque part, on ramollisse les cerveaux, que ça devienne normal, vous voyez, d'en parler, et qu'à un moment, ça devienne, comme on l'a vécu en Irlande, comme on le voit arriver à d'autres endroits, ça devienne complètement naturel, que ça soit à disposition partout. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la crainte quand on met des protections à disposition ? C'est qu'elles soient siphonnées, qu'elles soient volées, disons les mots, hein, qu'elles soient volées, parce que les personnes iraient peut-être les donner ou les revendre à l'extérieur, etc. Mais on est d'accord que si c'est totalement gratuit partout, c'est nul et non avenu. Vous n'allez pas aller piquer du papier toilette dans les toilettes publiques, on est d'accord ? Parce qu'en fait, dans les prochaines toilettes dans lesquelles vous allez aller, il y aura de nouveau du papier toilette. Donc, aucun intérêt d'aller piquer du papier toilette. Et ben, en fait, c'est la blague que quand on a installé les distributeurs, on nous a de suite proposé, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une collecte de protection ?
Et en fait, on a dit pourquoi? Parce que vous allez peut-être en manquer, peut-être que vous allez avoir des dégradations. On a eu, je crois, j'ai vu un élève le premier jour qui a joué avec, il s'est fait tomber dessus parce que de suite c'était considéré comme has-been. Et on a ces fameuses collectes là organisées un petit peu en douce avec le fameux carton qui est, alors il y en a un à la vie scolaire je crois et un à l'infirmerie, et puis bon le carton objectivement c'est des restes d'œufs qui ne servent plus, on ne sait plus si l'emballage a été compromis ou pas, parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a toute cette partie là, donc oui, clairement moi je pense que la question sera gagnée à partir du moment où, par exemple, la tâche, je trouve que c'est un très très bon indicateur, la tâche. La fameuse tâche que vous avez derrière votre pantalon, le premier truc qu'on vous dira, c'est écoute, je te conseille le fiel de bœuf, parce que vraiment, pour les faire partir, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et ce sera la seule réaction saine que vous pourrez avoir là-dessus. Et l'eau froide et le savon, c'est pas mal aussi, en vrai. Mais personnellement, fiel de bœuf, hein, pour le sang, ça marche bien. L'enzyme du bœuf, elle est très forte là-dessus. Donc voilà, le jour où ce débat-là sera le débat qui résumera les règles, et ce sera quelque chose de, je pense, on aura fait un beau bout de chemin. Et on en est loin, on en est très très loin. La semaine dernière, ce que tu décris là, de la personne qui a une tâche, c'est une élève, et le collègue ne comprend pas qu'elle veuille pas aller au tableau. Il y a beaucoup de boulot. Il y a du boulot, mais encore une fois, avec cette notion de se dire, est-ce qu'on est en train de combattre, etc., ou est-ce qu'on est en train de faire diffuser le truc dans la société de façon à ce que la norme devienne rapidement un changement. Moi, j'y crois. Nous, pour parler de la tâche, dans l'escape game qu'on a créé chez Kiffe ton cycle, il y a un panneau sur comment nettoyer les tâches. Et du coup, ça fait partie de la discussion qu'on a après avec les jeunes et tout. Et c'est vraiment ça, quoi. Ils s'en saisissent parce que quand on donne l'information, moi, je leur dis, vous savez, le sang, quand on met de l'eau chaude dessus, très chaude, en fait, il grille. Parce qu'au-delà de 37 degrés, il grille et du coup, il s'accroche un peu plus. Si on met de l'eau froide et qu'on laisse un peu tremper et qu'après on savonne, ça part. Et alors là, on voit des yeux, même des garçons, s'éclairer. Oh, je vais le dire à ma maman parce que je sais qu'elle a galéré l'autre jour avec son jean, etc. Et c'est vraiment ça, c'est que quand on se réapproprie l'information, comme tu viens de le dire là, tu vois, j'ai vu ton sourire quand tu as dit fiel de bœuf parce que tu sais ce truc-là. Et ben quand on se réapproprie l'information, ça devient tellement plus facile de faire circuler. Et nous, c'est pour ça qu'on l'a fait sous forme d'un escape game, parce que c'est tellement plus drôle de jouer avec ça que d'avoir un cours. On nous raconte. En fait, moi, j'ai découvert que j'avais, dans mes cours de biologie, toute l'information qu'on diffuse aujourd'hui, elle était dans mes cours de bio parce que j'ai retrouvé mes classeurs. C'est bizarre, j'avais rien réintégré à l'intérieur de moi. J'avais des super notes en biologie, j'étais très très forte, mais j'avais jamais réintégré ça dans ma propre expérience parce qu'on m'avait jamais fait jouer avec ça. Et nous, c'est ce qu'on propose aujourd'hui dans les ateliers. C'est de le réintégrer dans le schéma corporel et de jouer avec ça, plutôt que d'avoir quelque chose qu'on va apprendre par cœur pour le restituer, mais qu'on n'aura jamais intégré à l'intérieur de nous. Totalement, ça me fait rebondir, parce que c'est aussi les remarques qu'on peut avoir quand on intervient avec Nouveau Cycle dans les établissements scolaires. Il y a pas mal de jeunes qui nous disent oh, « encore un cours d'SVT ». C'est bon, quoi. On l'a vu en cours d'SVT, c'est en programme, ça fait tous les ans on le voit, et au bout de 2 heures, à la fin, ils nous disent mais en fait, on peut aussi parler des règles comme ça. En fait, ça peut aussi être fun de parler des règles. Et finalement, parler des règles, c'est pas que parler des règles. Parler des règles, c'est parler du vivre ensemble, c'est rire, c'est parler du corps, c'est parler de la puberté, c'est de se comprendre, etc. Et il y a plein d'élèves qui, à la fin, nous disent ça va, j'avais peur que vous jouiez un peu les jamis. Et ça, ils nous l'ont encore dit la semaine dernière, c'est pour ça que ça m'y fait penser, et ça m'a beaucoup fait rire. Et c'était des élèves de 6e qui nous ont dit ça. Ils ont dit les cours de SVT, c'est bon, ça commence à bien faire. Parler des règles de manière purement et simplement biologique, finalement, ça parle pas trop. Et à partir du moment où on sort de cette sphère uniquement biologique et qu'on l'amène à une sphère beaucoup plus de vie et d'expérience, et qu'on parle de la tâche, par exemple, mais directement, les élèves disent ah mais oui. Ils disent mais pourquoi on voit pas ça en cours? Bon, c'est un autre débat. Oui, déjà, si tu lui expliques que quand il sort du foot, le short et tout ça, il ne doit pas juste finir devant la machine à lever. Et encore, pour certains, c'est un effort parce que c'est maman qui doit aller chercher dans le sac de sport pourquoi ça daube à mort. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être des sources d'amusement. Je reviens à ce que tu disais, Gaël, sur cette anecdote sur l'Assemblée nationale. Pour moi, tu dis, on n'est pas contre. On fait rire, on essaye de ringardiser.
Je sens monter, moi, une petite musique de mon point de vue, une petite musique assez désagréable, assez grinçante, et on en discutait en off avant d'entrer. Je ne sais pas si vous avez regardé la dernière une de Valeurs Actuelles, un magazine tellement ouvert et tellement progressiste, hein, on va dire ça comme ça. Notez la grosse ironie dans mes propos. C'est à propos du film de Ridley Scott sur Napoléon, un énième... bref, l'empereur anti-woke. Voilà ce qu'ils ont titré. Et on a le Sénat qui a accueilli pendant une journée complète les parents vigilants, le groupuscule d'Éric Zemmour, qui a maintenant 3600 élus au sein des conseils d'administration, conseils d'école, des établissements scolaires. Ils en sont très fiers. C'est rien hein, comparé aux 45 000 élus chaque année, c'est pas grand-chose, mais ça monte. Et clairement, ce qu'on fait là, ce dont on parle là, c'est leur cible. C'est leur cible, et ces gens-là considèrent que... parce que finalement, c'est une question. À partir du moment où vous avez la connaissance et que vous maîtrisez une connaissance, à partir du moment où cette connaissance que vous maîtrisez, vous la faites vôtre, vous vous émancipez. Et en fait, là, on est au cœur d'une question. Les règles étaient finalement un maillon extrêmement lourd. Enfin, si vous faites un peu d'histoire et d'anthropologie, si vous regardez les sociétés anciennes, même pas forcément anciennes, hein, les sociétés traditionnelles à travers le monde, comment elles réagissent à la question des règles, vous allez tomber sur des trucs qui sont vraiment abominables. De notre point de vue, mais je pense que là, pour le coup, le relativisme, ce n'est pas d'une grande aide. Et ces gens-là que je viens de désigner, pour eux, ils nous combattent. Eux, ils ne sont pas du tout dans l'idée de nous ringardiser ou quoi que ce soit. Eux, ils sont vraiment là pour nous combattre. Ils sont vraiment là pour que ce maillon de la chaîne de l'asservissement, parce qu'en fait, finalement, c'est une forme d'asservissement, reste bien en place. Et j'aimerais partager ton optimisme et ta naïveté. De l'autre côté, enfin pas naïveté, c'est trop fort. Ton optimisme et ton insouciance. Ton insouciance, parce qu'il en faut. Il en faut, heureusement qu'il en faut, parce que si on se balade toujours avec cette épée de Damoclès, on n'avance pas. Sur le terrain, tu vas avoir déjà des jeunes très très jeunes qui vont te dire des propos qui sont assez... ahurissants dans la bouche d'enfants, qui bien sûr ils ont entendu ça à la maison, mais qui sont vraiment durs à entendre. Je pense pas faire preuve de naïveté, même si je l'entends. Je comprends l'esprit. Je pense qu'il y a plusieurs façons de combattre. Effectivement, mon choix est de me focaliser sur les actions qu'on peut les uns et les autres mettre en place, plutôt que sur les personnes qui pensent différemment de nous, puisqu'en fait, c'est intéressant de dialoguer avec eux, mais c'est pas nécessairement ceux qui vont nous apporter de l'énergie. Et donc moi, je préfère aujourd'hui me dire, finalement, si tous ceux qui sont là, tous ceux qui écoutent, qui vont le regarder peut-être en replay, etc., passent à l'action, commencent à en parler, font bouger le monde. Moi, à Kiffe ton cycle, les ambassadrices m'entendent souvent parler de la politique du centième singe. C'est de dire si finalement on arrive à avoir un certain pourcentage de la population qui est informée et qui veut passer à l'action, alors ça va se diffuser de façon très naturelle. Aujourd'hui, c'est un vrai choix. C'est pas un choix naïf, c'est un choix... Non, mais je comprends l'esprit. Mais quand je dis que c'est pas un choix naïf, c'est que c'est un vrai choix politique de fond, de puissance, et qui est aussi dans une temporalité politique longue. Bien sûr qu'il y a des combats, bien sûr qu'il y a des combats idéologiques, bien sûr qu'on ne sera pas d'accord avec tout le monde, bien sûr qu'il y a des gens qui s'organisent pour combattre ça, mais il y a aussi une forme de bon sens, et il y a plein de personnes qui ne militent pas, mais qui sont en capacité d'agir. Et moi aujourd'hui, c'est ces personnes-là que j'ai envie de toucher. C'est de vous dire, vous n'avez pas besoin d'être dans une association militante. Si vous voulez le faire, faites-le, mais même si vous ne l'êtes pas, pouvoir interpeller une entreprise, un lieu, une crèche, quel que soit l'établissement, en leur disant, est-ce que vous avez pensé à mettre des protections périodiques dans les toilettes? Est-ce que vous avez pensé à faire que, ne serait-ce que penser à comment vivent les personnes de cet établissement avec leur cycle menstruel? Est-ce que vous savez s'il y a des personnes qui vivent mal les choses? Et en fait, plus on va interpeller autour de nous, plus ce sujet va devenir facile à aborder. Donc moi, j'ai envie de vous proposer ça comme petit pas aujourd'hui, parce que je pense qu'il est accessible à toutes et à tous. C'est de faire en sorte que la question menstruelle, même si elle est intime, elle puisse aussi passer la barrière de la politique,
de façon à ce qu'on la mette sur la place publique et qu'on dise il n'est plus normal de souffrir de son cycle, il n'est plus normal de ne pas avoir de quoi se protéger et il n'est plus normal d'être mal informé dans notre pays aujourd'hui sur les questions menstruelles. Merci. C'est un plaidoyer. Ouais, ce sera le mot de la fin, parce que c'est que malheureusement le temps passe extrêmement vite, mais je vois que c'est l'heure. Vous pouvez de toute façon, voilà, Gaëlle sera sur. Je suis sur la prochaine table ronde. Waouh. En suivant des tables, tu enchaînes. En suivant des tables rondes, Gaëlle sera de nouveau sur le stand de Kiffe ton cycle, donc n'hésitez pas si jamais il y a besoin. Avec Vincent, nous allons déambuler. Voilà, on va aller boire un café, déambuler. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des besoins à venir nous rencontrer après coup. Merci beaucoup en tout cas. Et puis bonne suite de conférences. Il y en a encore 3 qui arrivent. Merci à vous, excellent après-midi à tous et merci d'être venus.